Vous voulez voir un film au cinéma? Mais vous êtes une grosse feignasse de faire des recherches sur internet et de vous mater 50 bandes annonces? Vous êtes au bon endroit! Cette émission vous résume les films à venir du mois sans être pénible et ennuyeux. C'est-il pas beau ça, messieurs dames? Installez-vous confortablement, vous regardez les films à voir au cinéma. Bonjour chers amis spectateurs, et on commence le mois de décembre avec une nouvelle adaptation d'une BD très connue, Astérix, le secret de la potion magique, réalisé par Louis Clichy et co-réalisé par Alexandre Astier, le même duo déjà à l'œuvre sur le précédent Astérix, le domaine des dieux. Bon, je vais pas vous faire la faute de vous présenter Astérix, hein, vous savez tous que c'est une BD de René Goscinny et d'Albert Uderzo, vous savez déjà tout ça. Eh mais moi je connais pas moi. Vous savez déjà tout ça. Le secret de la potion magique est une histoire originale, et non une adaptation d'un tome en particulier, et raconte l'histoire du druide Panoramix qui, suite à une chute, décide de quitter le village gaulois, accompagné d'Astérix et d'Obélix, afin de trouver un jeune druide talentueux à qui il pourra transmettre le secret de la potion magique. Voilà, Astérix, secret de la potion magique, on est raccord. Pour la première fois, Astérix n'est plus doublé par Roger Carrel, ayant pris sa retraite il y a plusieurs années de ça, mais cette fois-ci doublé par Christian Clavier, qui avait déjà joué Astérix dans le film live Contre César de Claude Zidi et de Mission Cléopâtre d'Alain Chabat. Donc on va bien entendre si ce choix de casting était bon. Et j'ai toujours du mal avec Guillaume Briat en Obélix, mais ça c'est personnel. Sinon le reste du casting vocal du domaine des dieux ne change pas, et c'était un très bon point, car ils avaient tous le timbre et le jeu qu'il fallait pour leur personnage. En plus, l'animation a l'air d'être excellente, en plus d'être jolie avec ce travail sur la lumière, et l'humour a l'air d'être toujours au top et pile dans le ton. Donc, si vous aimez Astérix, cela peut donner une très bonne séance cinéma, seul, entre amis ou en famille. Oh, Toutatis, serait-ce toi? M'invites-tu en ton abalon la secrète, où les pommes poussent toute l'année? Il parle de pommes. Une recette avec des pommes? Une tarte aux pommes? J'ai entendu pommes. T'es sûr que t'as bien compris, Chouchounet? T'es sûr que t'es pas sourdingue, Chouchounet? J'ai une question. Si c'est un autre druide qui fabrique la potion magique, est-ce que j'aurai enfin le droit de la goûter? On continue avec Mortal Engines de Christian Rivers, dont c'est le premier film et qui a surtout plus travaillé sur les effets visuels de tous les films de Peter Jackson, entre autres. Hein. Et ce dernier produit Mortal Engines, qui est une adaptation de la saga littéraire Tom et Esther en 4 volumes écrits par Philip Reeve. Bon, là, faut vous expliquer vite fait le contexte du film parce que c'est pas aussi simple. Mortal Engines se passe plus d'une centaine d'années après un événement apocalyptique qui a détruit la Terre. La population restante, elle s'est adaptée et a créé des villes mobiles. Et ces grosses bâtisses sont des noms de villes existantes. Genre, il y en a une, elle s'appelle Londres. Les plus grosses villes avalant littéralement des plus petites villes mobiles afin d'avoir plus de pouvoir. Voilà. Ça va vous sinon? Bref, Mortal Engines raconte l'histoire de Tom Natsworthy, simple habitant du niveau inférieur de la ville mobile de Londres, dont sa vie va basculer après sa rencontre avec Esther Shaw, qui a essayé d'assassiner le chef de la ville, Thaddeus Valentine. Tom va devoir survivre après avoir appris un secret sur Valentine. Ainsi commence une lutte contre Valentine et Londres, et une vengeance pour Esther, Valentine ayant tué sa mère qui semble être la clé de ce combat. Le premier teaser était juste fou et incroyable. Mais avec cette deuxième bande-annonce, on peut craindre une histoire saga pour ados des plus classiques, des plus convenus. Mais à ce qui paraît, ce n'est qu'une façade, puisque selon les connaisseurs des livres, l'histoire serait moins manichéenne et plus profonde, et les personnages seraient plus fouillés à ce que l'on pourrait le croire. Je leur laisse donc le bénéfice du doute. Et à côté de ça, l'univers diesel punk est très intéressant et visuellement marquant avec des effets spéciaux franchement réussis. On peut s'attendre à du grand spectacle au niveau des images et même au niveau de l'histoire. On enchaîne avec Rémi sans famille, d'Antoine Blosier, réalisateur de La Traque, adapté du roman Sans famille d'Hector Malot, paru en 1876,
qui a déjà eu le droit à d'autres adaptations cinématographiques auparavant et une adaptation animée japonaise en 1977. Rémi sans famille parle du jeune Rémi, bizarrement, orphelin de 10 ans, qui va être arraché à sa mère adoptive et être confié au Signor Vitalis, un musicien ambulant, et va être accompagné du chien Capi et du singe Joli Cœur. Traversant la France et vont donc vivre moult péripéties. Daniel Auteuil en Vitalis et le jeune Malhomme Paquin en Rémi, dans une production française qui a de la gueule sérieusement. Sans déconner, l'univers visuel est certes simple par moments, mais a des images assez travaillées et assez poussées. Bon, est-ce que ça va être aussi joyeux que le dessin animé ou le roman? Je pense pas. Mais ça peut être un film très sympathique, qui peut tirer son épingle du jeu avec tous les moyens qu'ils y ont mis. Avant en famille donc. On continue avec Spider-Man New Generation. Tu l'as vu mon accent anglais ou pas? De Peter Ramsey, réalisateur des 5 légendes, également réalisé par Rodney Rothman, qui a écrit 22 Jump Street, et enfin réalisé aussi par Bob Persichetti, qui a travaillé dans l'animation comme sur La Planète au Trésor, et qui a coécrit Le Petit Prince de Mark Osborne. Bref, Spider-Man New Generation met en scène Miles Morales, jeune adolescent, qui va faire la rencontre de Spider-Man et découvrir qu'il a lui aussi des super pouvoirs dignes de l'homme araignée, et essayer de devenir un grand super-héros tout en avançant dans sa vie personnelle, tout en côtoyant d'autres Spider-Man de d'autres dimensions. Ouais, c'est un sacré foutoir, ouais. Bref, le scénario a l'air d'être original, avec un nouveau Spider-Man transposé à l'écran, et même la venue de Spider-Gwen, un Peter Parker enfin adulte au cinéma, qui devient le mentor du héros. Le tout enrobé par un humour aux petits oignons. Enfin, en même temps, c'est écrit par Phil Lord et Chris Miller, ceux qui ont fait la grande aventure Lego. Donc c'est pas donné à n'importe qui non plus. Et l'animation a un style particulier. Mais force est de reconnaître que c'est assez unique. Les images de synthèse qui ont l'air d'être crayonnées, avec des mouvements fluides et saccadés en même temps. Et une réalisation impressionnante à en donner le vertige. Donc, faites-moi confiance, vous pouvez aller vous faire une toile. Oh, comment je suis trop drôle, sa mère! Ah! N'oublie jamais, c'est grâce à ta différence que tu es Spider-Man. Je vois une étincelle en toi, incroyable. Je sais pas ce que tu feras avec, mais tu seras génial. Je t'aime, Miles. Ouais, je sais, papa. C'est là que tu réponds « je t'aime ». Non mais t'es sérieux? Vas-y, je t'écoute. T'as vu où on est? Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Reçu 5 sur 5. Maintenant, tu vas te balancer comme je t'ai appris. Tu m'as appris ça quand? Jamais. C'est une petite blague pour motiver les troupes. Salut les garçons, moi c'est Spider-Gwen. Allons-y. Il y en a encore beaucoup des Spider-Héros. Wow! On continue avec le retour de Mary Poppins de Rob Marshall, le réalisateur de Mémoire d'une geisha et de Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence. Suite de Mary Poppins de Robert Stevenson sorti en 1964 avec Julie Andrews sur le rôle-titre, qui était adapté du livre de Pamela L. Travers publié en 1934. Le retour de Mary Poppins se déroule plusieurs années après la fin du premier film, où les enfants Michael et Jane sont devenus des adultes, et Michael vit seul avec ses 3 enfants après la mort de leur mère. C'est dans ce contexte où Michael ne croit plus en rien que Mary Poppins fait son retour, et va essayer de faire retrouver la joie et l'optimisme dans la famille Banks, en plus de les amener dans son monde féerique haut en couleurs. Emily Blunt devient la nouvelle Mary Poppins et pousse ainsi la chansonnette. Bah oui, c'est un film Disney, tu croyais quoi toi? Le casting est très bon, avec Ben Whishaw, Q des derniers films James Bond, Emily Mortimer qui a joué dans le 51e État, et le retour de Dick Van Dyke qui avait joué dans le premier Mary Poppins. On verra le résultat, même si on peut craindre un scénario convenu d'avance avec une histoire où il faut garder son âme d'enfant patati patata, on a l'air de retrouver l'ambiance et la magie du premier, jusqu'à même reprendre le mélange prise de vue animation, avec un gros travail dans les effets spéciaux pour que la magie opère naturellement. Donc, à tous les fans de Mary Poppins, âgés comme jeunes, je pense que vous pouvez y aller sans crainte.
On enchaîne avec Aquaman de James Wan, le réalisateur de Conjuring et de Saw, adapté du comics créé par Mort Welsinger et Paul Norris. Et après son apparition dans Batman contre Superman et dans Justice League, Arthur Curry plonge pour la première fois au cinéma dans cette aventure en solo, où le personnage mi-humain mi-Atlante doit retourner à Atlantis, une cité sous-marine, afin de devenir le roi, afin d'empêcher une guerre imminente. Et pour cela, il doit affronter son demi-frère Orm pour accéder au trône et trouver sa place dans ce monde. Tâche qui ne va pas être aisée. Alors, même s'il y a certains costumes et effets spéciaux qui font un peu tâche, mais peut-être que tout ça va être mieux dans le film une fois finalisé, l'univers d'Atlantis a l'air d'être réussi tellement tout a l'air d'être vaste, imposant et très coloré. En plus, l'idée de mélanger des combats sur Terre et des combats sous-marins, ça peut être très intéressant d'un point de vue chorégraphie et mise en scène. Et même si au niveau de l'histoire ça reste simple, Aquaman qui doit accepter d'être un enfant de deux mondes, comme Superman certes, ça reste une chouette idée. Énième film de super-héros pour certains, avant de fraîcheur pour d'autres, gros espoir venant de l'écurie d'ici. En tout cas, James Wan est un très bon réalisateur qui peut apporter un gros plus au film, en plus de ne pas rendre le personnage d'Aquaman kitsch et ridicule. Et ça, à mon avis, c'était la chose la plus importante à faire. Donc, allez-y si vous appréciez le genre. On termine cette date avec L'Empereur de Paris de Jean-François Richet, réalisateur du diptyque Mesrine déjà avec Vincent Cassel. Ce dernier jouant Eugène François Vidocq pendant le règne de Napoléon, un bagnard qui a réussi à s'échapper d'une prison hautement sécurisée. Tentant de se faire oublier, son passé va le rattraper et Vidocq va passer un marché avec le chef de la sûreté, rejoindre la police pour combattre la paye, au prix de sa liberté. Mais il va être confronté à la méfiance de ses nouveaux collègues et sa tête va être mise à prix. Production française dotée d'un budget très élevé, 22 millions d'euros quand même, tournée en France, fresque historique authentique, Vidocq ayant vraiment existé, reconstitution en décor réel, costumes impeccables et un casting talentueux. Il faut que vous alliez voir ce film, c'est très important pour le cinéma français. Et oui, c'est normal que vous ne voyez aucune image du film depuis tout à l'heure, parce que j'ai décidé de vous montrer l'intégralité du trailer. Obligé de vous laisser des images en fou du Vidocq de Pitof, une des nombreuses interprétations du personnage. Ah, que je déteste cette version. Cela sera beaucoup plus parlant de vous laisser avec ce teaser. La seule chose qui t'intéresse, c'est la vengeance. Faire la guerre à toutes ces ordures qui te collent à la peau. Tu les méprises, mais tu vaux pas mieux qu'eux. Tu es l'un d'eux. Un ex-bagnard obsédé par l'idée de se racheter une place dans la société. Je vous l'ai dit, Vidocq. J'ai de grands projets pour vous. On enchaîne avec Mireille, la petite sœur de Mamoru Hosoda, le réalisateur du Garçon et de la Belle. Mireille, ma petite sœur, raconte l'histoire de Kon, jeune garçon très heureux qui va être jaloux de la venue d'une petite personne qui accapare l'attention de ses parents, Mireille, sa petite sœur. Un jour, Kon se retrouve propulsé dans un endroit où se mélangent passé et futur. Kon va ainsi croiser des membres de sa famille à différents âges et à différentes époques de leur vie, comme la jeunesse de son arrière-grand-père ou bien encore sa petite sœur devenue grande. Mamoru Hosoda est un excellent réalisateur, apportant de l'émotion sincère dans chacun de ses films, avec toujours un grand soin dans l'animation et dans le jeu des acteurs et actrices. Donc, en traitant de la sphère familiale avec un petit garçon qui doit grandir, il doit comprendre qui il est au travers du passé et du futur de sa famille. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Ça va être génial comme film! Donc bref, on va enchaîner avec Bumblebee de Travis Knight, réalisateur de Kubo et l'Armure Magique, et film spin-off de la saga Transformers réalisé par Michael Bay. Bumblebee se passe en 1987, où l'Autobot Bumblebee, donc en question, est en fuite et trouve refuge dans une petite ville. Charlie, adolescente de bientôt 18 ans, qui se cherche, le trouve et va se lier d'amitié à ce véhicule muet attachant, et vont vivre une grande aventure. Pas grand chose à dire, si ce n'est que pour une fois, les Autobots et les humains ont l'air d'être filmés comme de vrais personnages avec des sentiments. Peut-être est-ce que c'est la patte de Travis Knight qui est pour quelque chose? À mon avis oui. En plus, Bumblebee et les autres machines ont des designs certes moins réalistes et moins élaborés que ceux des films Transformers, mais on croit plus à leur présence.
on se rapprocherait plus d'un film à la Steven Spielberg que d'un Transformers à la Michael Bay, bizarrement. Donc si vous aimez la saga ou que cela vous intrigue, il y a peut-être moyen de passer un bon moment devant Bumblebee. Tu es qui, toi? Est-ce que tu sais parler? Je ne vais pas te faire de mal. Comment tu t'appelles? Il y a des gens ici qui ont besoin de toi. C'est pour ça que tu es là, Bee. Bumblebee. La musique peut t'aider à exprimer ce que tu ressens. Écoute ça. Voilà, c'était les films à voir au cinéma du mois de décembre. Il y a de quoi faire pour vous. Tous les genres possibles, pour tous les âges. Donc si vous allez voir un film ce mois-là au cinéma, profitez-en bien. Donc je vous dis à plus et à la prochaine. Salut!